Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre comment appréhender l'investissement dans l'or en ce début d'année, alors que l'or dépasse ses records depuis quelques jours. Nous en parlerons avec Laurent Schwartz, président du comptoir national de l'or. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui tentera de comprendre comment investir en SCPI en cette année 2025, avec des SCPI qui continuent à baisser leur prix de part d'un côté et d'autres jeunes SCPI qui collectent beaucoup et qui offrent des rendements intéressants. Nous poserons la question à Vincent Danis, président de Savignane, mais aussi à Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous nous demanderons comment appréhender le marché de l'immobilier, cette fois-ci en 2025, avec Serge Aroc, gérant du cabinet Alphafi. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment appréhender l'or en matière d'investissement. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Laurent Schwartz. Bonjour Laurent Schwartz. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président du comptoir national de l'or. Peut-être un mot rapide sur le comptoir national de l'or. On parle d'or physique quand on se rend dans une boutique du comptoir national de l'or? Oui, on parle d'or physique. Le comptoir national de l'or est un intermédiaire qui donne accès au marché de l'or physique aux particuliers qui souhaitent investir dans des pièces ou des lingots d'or ou d'argent, mais aussi vendre des héritages qu'ils ont pu récupérer. On est également spécialisé dans le rachat de métaux précieux. On analyse tous les métaux précieux, or, argent, platine, palladium, sous toutes ses formes. Et on expertise les bijoux de ces dames. Alors aujourd'hui, on va plutôt parler d'or ensemble. Si on regarde depuis une dizaine de jours, alors l'or progresse depuis plus longtemps, mais depuis une dizaine de jours, il atteint des niveaux qu'il n'a pas connus, notamment aujourd'hui un peu au-dessus des 2900 dollars l'once. Qu'est-ce que ça nous dit en matière d'investissement, d'appréhension de cet actif pour un investisseur ou une investisseur? Alors, le cours de l'or évolue à la hausse depuis un certain temps. On a augmenté de près de 4% en février, de 8% en janvier. Sur les 12 derniers mois, on a augmenté de près de 50%. Et depuis 2019, on a doublé le cours de l'or. Donc, le cours de l'or, depuis en réalité 15 ans, depuis la crise des subprimes, est à la hausse. Et c'est un actif qui est devenu incontournable avec des possibilités d'investissement en physique notamment. C'est étonnant quand on est expert de l'or de voir plus 50% depuis 2019, alors que ça a toujours été vu quand même comme un actif, une valeur refuge quelque part, l'or, avec plutôt l'idée qu'on allait faire de la performance sur des actions ou sur d'autres types d'actifs plus risqués. Là, on voit qu'on peut faire de la performance avec l'or si jamais on était là effectivement dès 2019. C'est vrai que depuis 20 ans, le cours de l'or a augmenté de 10% par an. Il a été multiplié par 10. C'est un actif qui permet de diversifier son patrimoine et qui permet de renforcer une forme de stabilité à son portefeuille. C'est vrai qu'il n'a pas été habitué à de telles augmentations, mais depuis la crise des subprimes, depuis le démarrage des politiques monétaires expansionnistes, finalement, depuis les années 2000, l'or retrouve de belles couleurs. Ça fait 25 ans que c'est le cas. Début 2025, quand on voit l'or à un tel niveau, est-ce qu'on se dit c'est trop cher? Est-ce qu'on se dit c'est le moment? Est-ce qu'on se dit, je parle d'acheter, est-ce que quand on est au comptoir national de l'or, on voit beaucoup plus de gens qui viennent vendre de l'or parce qu'ils se rendent compte que les prix deviennent avantageux? Comment est-ce qu'on vise début d'année sur... Alors, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens venir par opportunisme vendre de l'or parce qu'il est à des niveaux stratosphériques. Donc, c'est évidemment pour quelqu'un qui a de l'or, qui souhaite s'en défaire, une excellente occasion de le faire. Est-ce qu'il faut encore acheter de l'or? C'est la question qu'on se pose depuis 15 ans. On nous pose depuis 15 ans. Et c'est toujours une question à laquelle il est difficile de répondre parce
parce qu'on est à chaque fois au plus haut, mais c'est le plus haut du passé, c'est pas le plus haut de l'avenir. En général, on conseille à nos clients de se positionner s'ils ont décidé de se positionner. D'accord. On achète sur le long terme de l'or physique. C'est quelque chose qu'on garde. On le vend rarement de son vivant. Habituellement, on le transmet. Et sur ces périodes très longues, finalement, il est conseillé de ne pas trop se préoccuper des petites variations quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles et de se positionner. On conseille aussi à nos clients de ne pas attendre un cours, de ne pas chercher un cours en général. On ne fait pas de trading sur l'or. On ne fait pas de trading sur leur physique. Sur l'or physique. On ne fait pas de trading sur leur physique. Sur leur papier, c'est un petit peu différent. Et alors, pour quelles raisons est-ce qu'on achète de l'or physique dans la gestion de son patrimoine, si on peut parler de gestion de patrimoine? Parce qu'effectivement, il y a un facteur émotionnel, on est dans une rubrique qui s'appelle patrimoine passion, il y a aussi des bijoux de famille ou des choses qui nous ont été transmises. Mais si on parle gestion de patrimoine, pour quelles raisons est-ce qu'on va se mettre à acheter de l'or? Alors, il est conseillé en général d'investir entre 3, 5 et 8% de son portefeuille dans de l'or. D'accord. Certains analystes ou spécialistes conseillent jusqu'à 25%. D'accord. Parce qu'ils ont calculé que c'était une manière de stabiliser le portefeuille de manière optimale. En réalité, ce qu'on constate, c'est que l'or est un actif décorrélé des autres classes d'actifs. Lorsque les marchés financiers montent, l'or baisse et inversement. Et c'est actuellement aussi le cas. L'or, c'est vraiment un outil de diversification. C'est un outil qui va venir renforcer la diversification Bien du sûr, portefeuille. ouais. Donc c'est un outil de diversification, même si effectivement on voit, parce que je reviens sur ma question d'avant, mais pour bien comprendre, on voit des performances intéressantes, mais il ne faut pas y aller pour chercher des performances, si je comprends bien. C'est le bonus quelque part. Alors c'est le bonus, c'est quelque chose qui est stable, qui est fiable, qui a traversé les siècles et qui revient sur le devant de la scène depuis 20-25 ans. Donc aujourd'hui, c'est devenu un actif incontournable. Si on regarde, d'ailleurs, je vais vous poser la question autrement. J'allais dire si on regarde du côté de la géopolitique, mais je vais plutôt vous poser la question autrement. Quand on vote l'or physique, est-ce qu'on regarde la situation géopolitique? Complètement. On regarde absolument la situation géopolitique. L'or évolue en fonction de différents critères. En fonction des taux d'intérêt, si les taux baissent, l'or monte, c'est mécanique. Si le dollar baisse, l'or monte, c'est aussi mécanique. Si la géopolitique est agitée, s'il y a des tensions dans la politique internationale, s'il y a des guerres, s'il y a des renversements de régime, des crises économiques ou des crises financières, l'or systématiquement est à la hausse. Donc on regarde la géopolitique plus que jamais, et ces dernières années ont été riches en événements géopolitiques malheureux. Un président des États-Unis qui concentre tous les regards et toutes les interrogations sur l'évolution de sa politique, ça peut avoir une incidence sur le cours de l'or à la hausse comme à la baisse? Ça a une incidence. Le cours de l'or actuellement est à 91 000 € le kilo. C'est un niveau jamais connu, jamais atteint. Et le principal coupable désigné, c'est la hausse des droits de douane qu'il a annoncé, qui provoque du désordre économique, du désordre politique et une inflation à venir dont l'or est une très belle protection. Et donc ça a une incidence directe sur le cours de l'or, parce qu'on a tendance à se dire or, valeur refuge, donc évolution plus stable dans le temps. Là, ça a une incidence directe, même si effectivement l'évolution des droits de douane, on sent que il y a des annonces, il y a la réalité, il y a des évolutions dans la réalité. Ça a quand même une incidence à prendre en compte sur le cours de l'or. Ça a une incidence d'autant plus marquée que cette annonce a provoqué un flux massif d'or physique de la Suisse et de l'Angleterre vers les États-Unis, de peur qu'il y ait des droits de douane. Donc on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, ces afflux massifs qui ont eu un impact sur la prime que l'on peut payer sur l'or physique par rapport au cours de l'or habituel. Il y a près de 437 tonnes qui ont été déplacées d'Europe vers les États-Unis au cours de ce dernier mois, depuis l'entrée en poste de Donald Trump. L'acquisition d'or physique par les banques centrales, c'est aussi un sujet qu'on regarde de près, un peu plus complexe à regarder pour le particulier, mais qui a un impact sur le cours de l'or. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques centrales utilisent cet actif en tant qu'actif de diversification. C'est aussi pour elles l'actif, la valeur en dernier ressort. Elles détiennent 1/5 de la détention mondiale d'or. L'or est la deuxième monnaie de réserve après le dollar, avant l'euro. Donc on voit bien que ça joue un rôle très important. En 2023, les banques centrales ont acheté énormément d'or. Elles ont atteint des records. 2024 était très soutenu. On verra ce qu'elles décideront de faire en 2025.
Est-ce qu'on verra l'or dépasser les 3 000 $ l'once en 2025 ? C'est ce que la plupart des analystes financiers prédisent sur 2025. À suivre, on en reparlera d'ailleurs peut-être ensemble, Laurent Schwartz. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président du comptoir national de l'or. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment appréhender l'investissement SCPI en ce début d'année 2025 avec des informations diverses qui nous parviennent notamment en matière de SCPI et surtout selon les différentes SCPI analysées. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Paul Bourdois. Bonjour Paul Bourdois. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur de France SCPI. Vous comparez, vous analysez les SCPI chez France SCPI. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Vincent Danis. Bonjour Vincent Danis. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Savignane. Alors vous, pour le coup, vous accompagnez directement vos clients dans différents types d'investissements, dont les SCPI, et vous suivez ce marché de près. On va peut-être commencer avec vous, Paul Bourdois. Je vous disais juste avant l'émission, quand on se concentre uniquement sur les articles de presse, pas sur les chiffres, mais sur les articles de presse, on a l'impression que d'un article à l'autre, où tout va bien, ou c'est la catastrophe sur les SCPI, avec encore 10 SCPI qui ont baissé leur prix de part depuis le début de l'année, des rendements et notamment des dividendes qui diminuent sur les SCPI au global en 2024, et un certain nombre de SCPI qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Déjà, alors vous allez nous expliquer ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est uniquement les jeunes SCPI qui offrent du rendement aujourd'hui ? Globalement, oui, et D'accord. vous avez raison. Tout ce que vous lisez est vrai. La presse a toujours raison. En général, ce dont on s'aperçoit en effet pour 2024, et je pense que ça va être encore plus vrai pour 2025, c'est que le marché est polarisé. C'est-à-dire qu'on a soit des très bonnes SCPI, quand je dis très bonnes, et on s'entend, c'est... Il n'y a pas de jugement de valeur, mais il y a des rendements à la clé, ouais. Exactement, qui servent du rendement. Et puis, d'un autre côté, vous avez en effet des SCPI qui corrigent et qui sont un peu plus dans une impasse, en tout cas dans une impasse de liquidité. Donc, un marché extrêmement fragmenté. Un marché extrêmement fragmenté qui pose question quand on veut accompagner ses clients en matière d'investissement, Vincent Danis, ou alors la réponse est toute trouvée, on va vers les jeunes SCPI, on ne se pose pas plus de questions que ça. Alors nous, on est là pour simplifier le choix de nos clients et les accompagner. Et simplifier leur choix aujourd'hui, ce n'est pas simplement les jeunes et les anciennes, ce sont les SCPI qui collectent et qui ont la chance de pouvoir investir et qui n'ont pas de problème de liquidité dans le marché actuel. D'accord. Et celles qui, par contre, ne collectent plus, qui parfois ont des problèmes de liquidité de part en attente de retrait. Et pour celles-là, elles sont probablement à l'infirmerie pendant un certain temps et toute l'année 2025. Et celle-là, oui, effectivement, il n'y a pas d'espoir à court terme, parce que de toute façon, il y a encore des personnes en attente de récupérer leur mise quelque part, et il n'y a pas suffisamment de collecte, donc on sent un certain immobilisme, voire des SCPI un peu figés. On a vu pour certaines d'entre elles des baisses de prix de part cinglantes, mais comme ces baisses de prix de part provenaient également d'une baisse anticipée de la distribution en 2025, ces baisses n'ont pas pour conséquence d'améliorer le rendement facial pour des nouveaux entrants qui tout à coup se diraient j'investis au plus bas et ça peut être opportun. D'accord. Le fait de couper dans la distribution, c'est un signal que, comme je le disais, la SCPI est à l'infirmerie. Et malheureusement, il est prévu qu'elle reste à l'infirmerie probablement toute l'année. Et ça, c'est quelle proportion du marché c'est SCPI pour qui la situation est vraiment compliquée, Vincent Danis ou Paul Bourdois, je ne sais pas qui a la réponse. Mais... Pour compléter ma note. Les deux, très bien. Vincent Danis puis Paul Bourdois, oui. En fait, un nombre limité de SCPI, une dizaine de SCPI concentrent 2/3 des parts en attente de retrait. D'accord. Donc là, il y a vraiment des problèmes très localisés. Après, dans les SCPI qui vont mieux, là par contre c'est beaucoup plus diffus, puisqu'effectivement on va trouver toutes les jeunes SCPI qui par nature collectent, investissent au bon moment, mais on trouve aussi quelques véhicules qui ont plutôt bien traversé la crise, qui continuent de collecter et qui bénéficient aussi de ces investissements relutifs. Donc globalement, il y a des problèmes très concentrés, mais par contre sur les attractions et les potentiels de meilleure fortune en 2025, on va trouver des SCPI de toute nature. Donc ça reste les SCPI pour lesquels la situation est vraiment compliquée, reste une part
concentré, minoritaire du nombre de SCPI en France, Paul Bourda, si je comprends bien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'ajoute que les SCPI qui posent des problèmes aujourd'hui, des problèmes de liquidité, puisque c'est la majeure partie du problème, ce sont des SCPI qui ont toujours le même portrait robot. C'est des SCPI qui sont plutôt anciennes, enfin, qui ont en tout cas entre 20 et 30 ans, qui sont investis sur des bureaux en Ile-de-France, donc bureaux vieillissants, et qui évidemment, comme on le sait, n'ont pas réussi à arbitrer ou n'ont pas voulu arbitrer leur patrimoine. Elles se retrouvent un peu dans la panade, comme on le disait. Je précise également que ce qui se passe, et la raison pour laquelle ces SCPI doivent dévaloriser leur prix de part, sans rentrer trop dans le technique, c'est qu'elles ont profité d'une collecte qui était importante et massive ces dernières années. Et ce qu'on leur reproche finalement, c'est ce qu'on encense aujourd'hui pour ces nouvelles SCPI qui donnent du rendement. D'accord. Et regardez, c'est génial, ces jeunes SCPI, ces nouvelles SCPI, elles ont une collecte qui est massive. Oui, mais c'est exactement ce qui pose problème aujourd'hui pour les anciennes SCPI. Donc, attention. Alors, peut-être qu'on peut préciser, parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris, on a des anciennes SCPI qui ont beaucoup collecté, et donc du coup qui ont réalisé beaucoup d'acquisitions et d'investissements, et c'est ce qu'on est en train d'encenser pour les nouvelles SCPI aujourd'hui, et c'est ce qu'on leur reproche, et c'est ce qu'on reproche à celle d'hier, c'est ça ? La SCPI ne peut pas vivre sans collecte. C'est quelque chose qui est important. Donc, les SCPI, les nouvelles SCPI qui se sont créées, il y en a une vingtaine l'année dernière à peu près, un tout petit peu moins. Elles collectent beaucoup. Elles collectent beaucoup parce qu'elles ont des rendements qui sont attractifs. Et il n'y a pas d'historique. Et il n'y a pas d'historique, absolument. Donc, pas de problème. Et c'est exactement cette énorme collecte, cette collecte massive, c'est ce qui pose problème aujourd'hui à ces vieilles SCPI, ces SCPI plus anciennes, parce qu'elles ont collecté massivement. En général, elles sont issues de réseaux bancaires. Et donc, elles ont dû forcément investir sur des actifs pas au bon moment et des actifs... Dans un marché immobilier plus haut. Exactement. Et qui corrigent aujourd'hui. Donc attention, pardon, si vous m'avez compris. Les SCPI aujourd'hui qui collectent beaucoup, elles pourraient avoir des problèmes demain, en effet, de rendement ou de correction de prix de part. Vrai sujet, Vincent Tanis, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on a pu connaître depuis un an et demi sur le marché des SCPI, alors c'est pas la première crise que connaissent les SCPI, mais en tout cas à la lumière de ce qu'on a connu ces derniers mois, on investit différemment aujourd'hui en SCPI, on regarde des critères un peu différents en fonction du contexte économique actuel ? Alors effectivement, parmi les critères qui demeurent, il y a ce côté cohérence entre la collecte et les investissements. Mais là où il y a un changement, et c'est heureux, c'est que de plus en plus, on pratique en gestion immobilière ce qu'on pratiquait en gestion financière, c'est-à-dire un principe de base qui est la diversification du portefeuille. Bien sûr. Et avoir plutôt une allocation entre plusieurs SCPI, ne pas emmener un épargnant sur une seule SCPI en disant là on prend un risque sur des placements long terme où ça peut bien se passer, mais il peut aussi y avoir des déviations. Et notamment pour le risque sur les jeunes SCPI, c'est qu'un épargnant qui entre aujourd'hui dans une jeune SCPI, par nature, il ne connaît que 10% du patrimoine que la SCPI aura dans 4 ans, dans 5 ans. Bien sûr. Et donc ça, c'est à avoir en tête. Mais il y a une carte blanche donnée au gérant. Tant que le gérant reste raisonnable et a des investissements qui restent en phase avec ce qu'il a fait depuis le départ, tout va bien. Si d'aventure la collecte se poursuit et que le gérant n'adopte pas une politique d'investissement raisonnée en phase avec cette collecte, là, par contre, il y a intérêt à suivre et peut-être sortir avant que les problèmes n'arrivent. Voilà. Ce que vous dites est très clair, mais j'ai encore du mal à comprendre si je me positionne du point de vue du particulier. C'est-à-dire que d'un côté, si on me dit cette SCPI existe depuis 30 ans, il n'y a pas de risque, ça a toujours fonctionné. Ce que je comprends, c'est qu'il faut que ça allume une petite alerte rouge dans ma tête en me disant attention, parce que c'est pas forcément toujours bien. Mais en même temps, une jeune SCPI qui n'a pas encore complètement réalisé ses investissements, c'est pas non plus toujours effectivement exempt de tout risque. Donc stratégiquement, ça devient compliqué pour l'investisseur particulier. Mais le choix de l'investisseur, c'est de bénéficier de la granularité de la SCPI et pour le montant de l'investissement qu'il souhaite faire, avoir la capacité de répartir entre plusieurs véhicules. Par exemple, en 2025... Plusieurs véhicules diversifiés ou pas forcément ? Pas forcément, mais le critère sera plutôt véhicule par véhicule. Aujourd'hui, par exemple, nous on regarde beaucoup les SCPI à capital fixe qui sont quasiment des oubliés du marché parce qu'elles ne comportent pas d'enjeu commercial. D'accord. Mais elles ont subi parfois les mêmes décotes que des SCPI à capital variable, tout en ayant à la fois des réserves et des potentiels de plus-value qu'elles peuvent réaliser parce qu'elles ont acheté à bon compte des immeubles il y a très longtemps et qu'elles pourront aussi alimenter par les plus-values futures beaucoup plus rapidement que les SCPI nouvelles. D'accord. À côté, on voit des jeunes SCPI qui n'ont pas fait tout pour le rendement, ce rendement facial qui est très attractif et qui peut-être préjuge des collectes à venir mais pas des performances futures. Eh bien, certaines jeunes SCPI ont commencé à doter très tôt leur report à nouveau et donc probablement seront des meilleurs véhicules à moyen et long terme que des SCPI qui ont un peu trop parié sur leur capacité à maintenir un rendement fictivement élevé.
Paul Bourdois, comment est-ce qu'on fait le choix dans toutes les SCPI existantes? Moi, il y a quand même une question qui me taraude quand je traite ce sujet, c'est une SCPI qui a baissé son prix de part. Est-ce que c'est forcément une SCPI qu'il faut tenir à l'écart de futurs investissements? Alors ça dépend de combien elle a baissé son prix de part. D'accord. Nous, ce qu'on conseille... Ça peut lui redonner du souffle un peu aussi. Oui, mais alors Nicolas, je vous laisse investir sur ces SCPI qui viennent de dévaloriser. Moi, pour l'instant, je n'y vais pas et je ne conseille pas nos clients, puisque France SCPI accompagne ses clients dans l'investissement de SCPI. On déconseille aujourd'hui d'aller sur ces SCPI. D'accord. Et en effet, le principe de diversification dont on parlait à l'instant, il est extrêmement important. Diversification à l'intérieur d'une SCPI, en effet, elle peut investir de manière diversifiée. Diversification sur plusieurs véhicules quand on investit et diversification sur plusieurs typologies d'actifs, typologie également, on parle de la typologie souvent, mais de diversification géographique aussi. On peut investir en Europe, on peut investir hors de France, etc. Donc, principe de diversification, d'opportunisme, si on peut dire ça autrement, ou de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier plus couramment. Ouais. Est-ce que vous constatez que les SCPI diversifiées sont plus attractives, ou en tout cas il y a une appréhension plus grande appréhension, pardon, c'est pas le bon terme, mais est-ce qu'il y a une envie plus grande d'investir dans des SCPI diversifiées que dans des SCPI plus spécifiques aujourd'hui, Paul Bourdois? Alors, c'est un peu, moi je me méfie un peu des termes généraux parce que diversifier aujourd'hui, on met un peu toutes les SCPI veulent être diversifiées. C'est vrai que il y a, disons, 10 ans, 15 ans, 20 ans même, la mode était un peu aux SCPI monotypologiques. Donc, c'était des SCPI spécialisés dans les bureaux, dans les commerces, dans la logistique, etc. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il faut répondre à différents cycles, que la logistique est un marché qui est moins profond que celui des bureaux, la santé, pareil. Donc, je me méfie un peu il faut investir dans les SCPI diversifiées. Aujourd'hui, toutes se réclament d'être des SCPI diversifiées. Toutes, j'exagère peut-être un peu, mais la majorité. Donc, non, il faut être sélectif avant tout. Vincent Danis, je reviens sur ces SCPI qui ont fait baisser leur prix de part. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres dans l'année? Est-ce que c'est toujours forcément un signal d'alarme quand on accompagne des investisseurs dans leur stratégie? Oui, pour certaines, parce que pour les immeubles de bureaux de plus de 50 millions d'euros, là, le marché n'est pas stabilisé encore. On a bien du mal à trouver un prix. Et très probablement, il y a une donnée qui nous échappe, mais qui impactera fortement les expertises, qui va être l'évolution des taux à long terme. Bien sûr. Pour déterminer quel est l'écart qu'il convient encore d'appliquer à ces patrimoines-là. Donc ça, c'est pas stabilisé. Pour le côté ancienne SCPI, est-il opportun d'y entrer? Quand même deux remarques. La première, c'est que ça dépasse le cadre des SCPI, mais on a rarement envie d'entrer dans un endroit dont on ne peut pas sortir. Mmh. Et la deuxième remarque, c'est que s'il y a une baisse des taux long terme, pour les SCPI qui ont ramené leur prix de part au minimum de la fourchette réglementaire, elles n'auront pas d'autre choix que de procéder à une hausse rapide du prix de part. D'accord. Donc on va se trouver sur quelque chose qui n'est pas complètement intuitif, où finalement, quel que soit l'état de la situation de ce patrimoine, qui va peut-être pas toujours très bien, on peut malgré tout avoir un léger rebond en fin d'année. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour naviguer dans tout ça, Vincent Danis? On se fait conseiller? Il n'y a pas d'autres moyens aujourd'hui On fait ça très attentivement. Nous, on passe au scalpel tous les 3 mois quand il y a les bulletins trimestriels. La plupart des SCPI de la place. Qu'une fois qu'on a ces bulletins, on pose des questions aux sociétés de gestion parce qu'on trouve qu'il manque des informations dans les bulletins, donc on va les chercher ailleurs. En fait, on sait qu'on est myope, mais on cherche à voir plus clair. Et bon, on finira là-dessus. Merci beaucoup Vincent Danis, président de Savignane. Merci Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Faut-il acheter de l'immobilier en 2025? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Serge Haroche. Bonjour Serge Haroche. Bonjour. Vous êtes fondateur du cabinet Alphafi. Alors on a vu pas mal d'indicateurs différents sur ce marché de l'immobilier. Une évolution des prix, des taux d'intérêt qui donc ont baissé, un contexte économique et je dirais même aussi politique, ou en tout cas vision du politique vis-à-vis du marché de l'immobilier qui pose un certain nombre de questions. Est-ce que selon vous, il est pertinent d'acheter de l'immobilier en 2025 quand on réfléchit gestion de patrimoine globale, Serge Haroche? Alors, l'immobilier, c'est quand même le seul périmètre dans lequel on va vous prêter de l'argent alors que vous n'en avez pas. Donc oui, il faut investir à tout moment. D'accord. Dans de l'immobilier. La question, c'est dans quel support faut-il investir? Est-ce qu'on achète déjà de la résidence principale ou de l'immobilier locatif, quelle qu'en soit la nature? La vraie question est là. D'accord. Est-ce que vous considérez que l'achat d'une résidence principale, ça reste de l'investissement immobilier?
Ça dépend de la tendance du marché. Si la tendance est haussière, comme on l'a connu dans les 25 dernières années, oui, parce qu'on a profité à la fois de la chute de la crise de l'immobilier en 95 et du passage à l'euro, où on a eu un coup de boost de 2020 à 2025. Et là, c'était pertinent parce qu'on faisait à la fois une forte plus-value et on se logeait. Aujourd'hui, on a connu une correction avec une hausse très importante des taux d'intérêt, puisqu'on est passé de 0,80 à 3, voire 4%. Là, ça recorrige un petit peu. Mais globalement, l'investisseur était habitué à des taux d'intérêt assez bas. Bien sûr. L'immobilier en a profité pour monter. Et là, on assiste plutôt à une correction du marché. Et que je considère qu'à partir du moment où on achète sa résidence principale et qu'on n'y reste pas forcément longtemps, eh bien, devoir déménager dans 5, 7, 8, 9 ans et espérer avoir une plus-value qui permette de rattraper les frais de notaire et tout ce qui a été engendré comme frais pour cette acquisition, ce n'est pas forcément aujourd'hui judicieux. Ça le sera peut-être plus tard, mais aujourd'hui, il vaut mieux faire de l'investissement locatif. Ça répond du coup à la question que j'allais vous poser. Donc plutôt investissement locatif en 2025. Ouais. Donc votre conviction, c'est il faut faire de l'immobilier, mais plutôt de l'investissement locatif. De toute façon, après, il faut juste choisir son support en fonction du marché et des opportunités. Toujours, si je reviens, alors peut-être au contexte politique, alors beaucoup de professionnels de l'immobilier disent que de toute façon le politique n'a jamais aimé l'immobilier. Mais là, depuis quand même 6, 8, 10 mois, on voit que les déclarations politiques en lien notamment avec les négociations sur le budget laissent entendre que c'est pas là où ils ont envie forcément de faciliter la vie des investisseurs. Ça ne change rien à votre conviction. L'investissement locatif reste une bonne manière de gérer son patrimoine. Alors l'investissement locatif reste une bonne manière pour une simple raison, c'est qu'on va nous prêter de l'argent. On va pouvoir emprunter. C'est ça, bien sûr. On va pouvoir faire un effet de levier. L'argent de la banque pour pouvoir investir en notre propre nom et capitaliser au fur et à mesure. La rentabilité de cet investissement va être variable en fonction d'énormément de paramètres, les paramètres actuels et les paramètres à venir qu'on ne peut malheureusement pas maîtriser. Mais comme dans tout investissement, il y a un risque. Et il y a un risque immobilier, il y a un risque de taux d'intérêt, il y a un risque de marché. À un moment donné, si on veut investir, il faut accepter de prendre des risques. Un investissement locatif début 2025 dans un contexte où les banques prêtent, est-ce que ça suffit à se lancer ? Est-ce qu'il faut quand même se constituer un apport pour potentiellement aller vers ce type d'investissement, peut-être aller au-delà de ce que peut demander une banque par exemple ? Est-ce que c'est stratégiquement intéressant ? Alors, il y a deux choses quand on décide d'investir dans l'immobilier. La première à laquelle on ne pense que très rarement, c'est d'avoir de la liquidité et de la liquidité de côté pour faire face à tous les aléas qu'on peut avoir lorsqu'on fait un investissement, essentiellement quand on fait d'ailleurs un investissement en direct, c'est-à-dire en achetant une petite surface ou une surface plus importante, avec tous les aléas qui sont liés de la vacance locative, aux travaux, aux charges, etc. Donc oui, il faut avoir de la liquidité et non, il faut éviter de mettre de l'apport dans les opérations parce que on augmente le levier en empruntant auprès de la banque. La liquidité servant soit à pouvoir réinvestir en cas d'impossibilité d'emprunter ou de restriction des conditions de crédit, soit en cas d'aléa de la vie, à la fois de la vie de l'investisseur et de la vie du bien immobilier en tant que tel. On rappelle, et vous l'avez dit, que quand on fait de l'investissement immobilier locatif, c'est pas forcément achat en direct, ça peut être tout à fait. Donc de l'immobilier meublé aussi, mais de la SCPI également. Très rapidement, l'objectif final d'une démarche d'investissement locatif, quel est-il sur le long terme ? Alors sur le long terme, en fait, la démarche de tout type d'investissement immobilier compris, c'est d'atteindre un objectif propre et identique à 7 milliards d'individus, c'est d'être heureux. D'accord. D'être heureux sur Terre, ça a un prix. La question, c'est est-ce qu'on en a les moyens ? Et lorsqu'on est à la retraite, on n'a pas envie forcément de s'embarrasser de charges et de travaux. D'accord. Par conséquent, il vaut mieux arbitrer à ce moment-là son patrimoine immobilier et en vivre et vivre de ses rentes placées par exemple dans des contrats d'assurance vie ou dans d'autres supports plus liquides et plus transmissibles. Merci beaucoup Serge Haroche de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur du cabinet Alphafi. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.